Bonjour à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui pour notre webinaire. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de feuille de route de sa transformation digitale. Donc, on va parler de comment on conçoit, on construit cette feuille de route et surtout, on va voir comment on anticipe demain, comment on s'approprie les incertitudes de demain, comment on va chercher les sujets de demain et donc ce futur pour l'intégrer dans notre feuille de route. Je suis aujourd'hui accompagné de deux personnes et donc on va se présenter en petite introduction. Moi, je suis Florent Morel, je suis responsable de l'entité CLI Digital Experience et pour cette entrevue ensemble, je prendrai une casquette du consultant qui va parler de la méthodologie. Bonjour tout le monde, moi je suis Sylvain Delage, donc je suis consultant en stratégie et notamment digitale. J'interviens dans l'équipe de Florent et ce matin, j'interviendrai en tant que porteur de la voix des utilisateurs. Bonjour à toutes et tous, je suis Catherine Cochot, je fais également partie de l'équipe Clé Digital Experience en tant que consultante en design d'expérience et stratégie digitale. Et pour ce webinaire, je prendrai ma casquette de coach innovation, parler de comment intégrer demain. Et donc, sans plus attendre, on va aborder le sujet en trois étapes. La première étape, c'est se remettre un petit peu dans les grands principes de construction d'une feuille de route quand on réalise sa transformation digitale. On ira ensuite aborder justement euh, pourquoi on y intègre ce fameux futur, ce fameux demain. Et puis concrètement, on va aborder le sujet et se dire mais comment je fais pour l'intégrer dans cette feuille de route, pour l'intégrer dans ma réflexion stratégique. Et au préalable, donc, l'idée, c'est de vous repartager, de vous partager un petit peu les grands principes de construction d'une feuille de route. Comment ça se passe? On a schématisé cette construction, mais avant, on va s'attarder à la problématique. Effectivement, la transformation, vous en avez tous engagé certainement une, elle n'est pas unique, elle est plurielle. On va parler de l'optimisation de son expérience client ou collaborateur, comment pouvoir identifier de nouveaux leviers business. On va essayer d'imaginer comment être plus efficace, plus autonome, plus efficient dans mes activités, ou comment construire mon schéma directeur numérique. Donc tout ça, ce sont des sujets, des problématiques autour de la transformation. Et donc il y a plusieurs transformations qui sont possibles. Et on va le voir également qu'elles se complexifient. Voilà, elle se complexifie puisque, comme vous avez dû le vivre ces dernières années, les modes de travail évoluent. On a des usages et des attentes qui sont en constante évolution et des évolutions de plus en plus rapides. À côté de ça, comme on a voulu répondre à des usages et à des attentes, on a un outillage de plus en plus dense et de plus en plus hétérogène. Heu, Au quotidien, on a aussi un rapport au temps qui est de plus en plus complexe. En gros, on nous demande de faire, des choses plus rapidement, avec un temps disponible de plus en plus difficile à trouver. Et puis, on a des changements sociétaux qui sont forts et notamment, le sujet, de, du changement climatique, que nous pouvons voir actuellement. Alors, pour parler de transformation et de construction de cette feuille de route, je vais prendre cette fameuse casquette du consultant pour vous présenter les différentes étapes. On va aborder dans ces différentes étapes différents cas clients, mais au préalable, juste pour structurer un peu la manière dont on déroule cette feuille de route, on l'a définie en trois étapes de notre côté. Une première étape d'exploration, où l'idée, c'est de comprendre les enjeux, de qualifier, de quantifier vos objectifs à court, moyen et long terme, en tenant compte de votre organisation actuelle, des limites technologiques aujourd'hui, limites structurelles, etc. L'idée, c'est aussi de diagnostiquer votre maturité, les forces, les faiblesses, pour obtenir une vision claire de votre chaîne de valeur existante. Et puis, on ira aussi décrypter le marché, à savoir la concurrence, mais aussi les signaux faibles qui vont permettre de détecter des menaces ou des opportunités. Suite à cela, dans la construction de sa feuille de route, une fois qu'on a exploré tous ces besoins, on va aller chercher et se projeter dans une vision. Donc on va se redéfinir. Selon les objectifs qu'on va se donner, on va devoir reconsidérer
son positionnement ou sa proposition de valeur ou ses parcours clients, ses processus métiers, son organisation, son offre de produits, et cetera, et cetera. L'idée, c'est de repenser et de se redéfinir, à travers cette vision-là. C'est d'analyser et d'approfondir, les différents besoins, nos besoins, les besoins utilisateurs et comme on a dit sur le marché et de structurer sa trajectoire et donc in fine de définir une vision globale de, sa transformation numérique. Et puis enfin, dans cette transformation, dans la construction de cette feuille de route, on va bien évidemment mettre en action et donc élaborer son plan d'action, donc séquencer, planifier les actions à travers ce fameux planning d'une feuille de route. Et puis on va organiser sa transformation, la documenter et diffuser les différentes informations pour pouvoir la diffuser plus largement. On va rentrer dans le détail de ces étapes pour justement vous préciser un petit peu par des cas d'école, comment on a fait ces différentes, transformations. Alors, le premier cas d'école, c'était un client qui voulait nous voir pour transformer sa relation client. Ses besoins, ses enjeux, c'était justement, ils avaient une problématique de relation client. Ils avaient des délais de réponse trop longs. Ils avaient aussi en interne des process très hétérogènes. Donc, en fonction de la personne que l'on contactait, on n'avait pas les mêmes process, pas les mêmes démarches, pas les mêmes délais. Et ils estimaient qu'ils avaient un champ d'intervention trop restreint, notamment en termes de thématiques couvertes vis-à-vis de leurs usagers. Et donc, pour, réaliser cette exploration, on est allé échanger avec les directions, les métiers, le système d'information sous format d'ateliers, et d'interviews. Voilà, mais c'est bien d'échanger avec les directions et les métiers vraiment sur le côté, heu, court et moyen terme, mais on a aussi échangé, sur une vision plus, moyen long terme cette fois-ci, heu, où on est allé interroger finalement leur vision, en termes d'organisation sur la relation de demain. Qu'est-ce que eux souhaiteraient avoir sur les 5-10 ans? Sans encore trop rentrer dans le demain, mais on a essayé vraiment de comprendre eux, où est-ce qu'ils voulaient se projeter en termes de relations. Et puis on a, recensé leurs outils et on a essayé de modéliser, tous les processus métiers de gestion, de production, de suivi pour, avoir une vision fine de tout ça. Voilà, donc Florent était très dans les process, dans les schémas, mais c'était aussi intéressant de voir comment les gens utilisaient ces outils et comment ils faisaient au-delà des outils. Donc on est allé les voir, on est allé les observer, on est allé les interroger sur justement comment est-ce qu'ils utilisaient les outils et comment est-ce qu'ils faisaient aussi surtout pour échanger de l'information entre eux. Et puis donc on s'est ouvert sur le marché pour aller essayer de décrypter un certain nombre de choses. Donc on est allé voir la concurrence, les concurrents directs, les concurrents indirects. On est, allé identifier des nouvelles solutions qui peuvent avoir émergé sur le marché et puis détecter, comme je disais tout à l'heure, les signaux faibles. Voilà, on est allé détecter des signaux faibles et on est aussi allé détecter, ma belle casquette utilisateur, on est allé détecter les attentes et les irritants des utilisateurs. Donc on a mené un certain nombre de focus group et de questionnaires, sur les utilisateurs, les clients, de cette société pour essayer de comprendre, au-delà des irritants actuels, c'était vraiment de voir quelles étaient leurs attentes vis-à-vis, de cette société pour essayer de trouver des leviers, pour répondre à tout cela. Ce qui nous a donné un bon aperçu finalement, des forces et des faiblesses. Donc on peut, imaginer, voilà, créer un certain nombre de matrices qui nous permettent d'identifier là où l'entreprise est bonne et là où elle doit s'améliorer. Et puis enfin, même si on n'était pas à la fin de la mission, on n'en était qu'au début, c'était important pour nous de déjà commencer à, converger, partager, ensemble, donc tous les métiers qui ont participé, le CODIR qui a participé, de partager ensemble sur ces constats et finalement, sur ce séminaire-là, on a partagé dans un premier temps cette phase d'exploration et on a commencé à mettre un pied, sur la deuxième étape. Donc voilà, ça c'est la phase d'exploration qu'on a illustrée à travers un 1er projet client et de la même manière pour un autre client, on est allé donc travailler la vision. On imagine que la première étape a été faite et là, Sylvain va vous présenter, le second cas client. Voilà, donc sur ce second cas client, c'était finalement, dans le premier cas, on était sur l'évolution, de notre relation à nos clients. Là, on était sur l'évolution même de l'entreprise puisque, un des gros enjeux, c'était de passer d'une entité semi-publique à un acteur privé.
Donc ce qui voulait dire, in extenso d'avoir une approche plus commerciale et d'aller chercher de nouveaux clients et aussi, pour être en lien avec tout ça, essayer de désiloter et de transversaliser, les actions. Donc c'est pour ça que là-dessus, on a travaillé plus sur une feuille de route d'optimisation de process. Et donc, pour travailler cette vision, on est allé co-construire. Co-construire avec les directions, les managers, pour définir les valeurs et les visions. Donc, ça se traduit par des ateliers de stratégie pour définir les axes de transformation, et puis pour reconsidérer, en l'occurrence ici, son positionnement et son offre de service. Donc une fois qu'on a travaillé avec les managers et la direction, le but du jeu, c'était d'embarquer un maximum de monde et l'ensemble des collaborateurs. Donc cette entreprise faisait moins de 100 personnes. Donc on a eu l'opportunité de faire un séminaire avec l'ensemble des collaborateurs où l'objectif, c'était de partager cette vision. Et donc cette vision était présentée par les managers, donc incarnée par les managers. Et l'objectif, c'était de pouvoir ajuster cette vision et de pouvoir identifier des actions avec ces collaborateurs-là qui nous permettraient d'arriver à cette vision et réussir les enjeux. Et donc, à travers cette vision et l'analyse des besoins, on en a identifié des chantiers. L'idée, c'est donc de se construire un portefeuille de projets qui va répondre à la nouvelle vision, aux ambitions qu'on se donne sur ce sujet. Et donc ces chantiers, avant d'aller plus loin dans l'approfondissement de ces chantiers, on les a testés. On les a testés avant tout auprès des collaborateurs et aussi auprès de certains partenaires pour voir si ces chantiers étaient pertinents. Et si aussi nos premières idées étaient lisibles et visibles. Et donc on est allé les tester et on a ajusté certains chantiers. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait imaginé 2 chantiers sur un sujet donné. En allant les tester, on s'est rendu compte que c'était trop complexe et donc on les a fusionnés pour n'en faire qu'un seul. Ensuite, l'idée, c'est d'identifier, d'aller rechercher des solutions aux différents chantiers, à ces différents projets. On les a testés, on a ajusté, on a vu ce qui fonctionnait pas. L'idée, c'est d'imaginer un peu toutes ces solutions et puis d'aller prioriser et en mesurer les impacts. Donc, se donner des critères budgétaires, héroïstes, de complexité de mise en œuvre, sur la pertinence entre les enjeux des collaborateurs et des utilisateurs. Voilà, donc ils sont très bien ces critères, il faut les garder, mais de notre point de vue, il faut en rajouter. Il faut en rajouter, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce changement au niveau de la société. Pour nous, dès la feuille de route, il faut aussi intégrer des critères autour du numérique responsable et autour de la RSE. Donc c'est pour ça que dans ces priorisations, avec cet acteur-là, on a rajouté aussi ces critères-là pour prioriser les chantiers. Et puis donc pour clôturer cette vision, on en décrit, des fiches chantiers pour bien identifier les chantiers qui sont priorisés et se donner une vision, cohérente sur chaque projet à mener, où on a vraiment le résumé du projet pour, les prochaines semaines, mois et années à venir. Et donc s'ensuit après cette vision, le passage à l'action. Et donc là encore, on vous présente sur, un autre contexte, finalement comment on a fait cette mise en action. Voilà, et donc dans ce contexte-là, on était avec une société qui était une société mère et qui avait, une centaine de filiales. Donc cette centaine de filiales, vous en doutez, avait une centaine de sites internet, de réseaux sociaux et d'outils d'aide à la vente digitaux. Donc là, le besoin, c'était d'optimiser la vente en ligne et donc d'optimiser la visibilité de ces différents dispositifs digitaux. Euh, un des axes forts, c'était l'animation de ces dispositifs. Et donc derrière cette animation, il y a cette notion d'organisation de la production, l'organisation de l'animation, et derrière aussi un fort enjeu au niveau de l'accompagnement en termes de montée de compétences, parce qu'on avait des filiales qui avaient toute une cellule communication, il y avait une filiale où il n'y avait aucune cellule communication, donc il fallait être en capacité de pouvoir accompagner tout le monde à son propre rythme pour répondre à ces enjeux. Et donc on est allé, sur certains des chantiers qui étaient, prioritaires, co-construire des scénarios pour s'organiser, pour mettre en place, ce ou ces chantiers et décrire les moyens
pour, les mettre en œuvre. Ces premiers scénarios, et ces moyens, avant de le diffuser à un plus grand nombre, on a, monté un groupe pilote auprès d'une douzaine de filiales où on est allé encore une fois, tester ces scénarios, ajuster ces scénarios, créer de nouveaux scénarios, justement en fonction des retours que nous faisait ce groupe pilote. Et puis l'idée, c'est, d'inscrire dans le temps, ces différents scénarios, par, la rédaction de certains référentiels. Donc certains vont l'appeler schéma directeur, feuille de route, schéma directeur des usages, des services numériques et cetera. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, s'asseoir sur quelque chose et le rendre intangible pour pouvoir avancer dans le temps, même s'il y aura des évolutions au fur et à mesure du temps. Mais c'est de travailler sur cette feuille de route et de la valider évidemment auprès de la direction pour pouvoir lancer ces différents chantiers. Voilà et puis vous l'avez compris, moi je suis côté utilisateur, mais aussi j'aime bien les séminaires. Dans le cadre de cette mission, on a également, fait un séminaire avec cette fois-ci les responsables d'établissement, donc les responsables de filiales, où on est venu partager, tout ce travail-là avec eux. Heu, d'une part, pour qu'ils puissent aussi, heu, comprendre, ce qui les attendait. D'autre part, pour essayer ensemble de, mesurer leur maturité par rapport à ce sujet et puis, finalement, peut-être le plus important, c'était d'avoir un premier niveau d'engagement de ces responsables d'établissement parce qu'on savait que tout cela n'allait pas être possible si les responsables d'établissement ne s'engageaient pas dans cette direction. Donc il y avait vraiment ce triple objectif de on partage, on ajuste entre nous, on voit où on en est aujourd'hui, et puis on s'engage à se dire voilà où est-ce que je souhaite aller d'ici 3 à 5 ans. Et puis, l'idée, c'est aussi, une fois qu'on a défini tout ça, de la partager, de diffuser, toute cette construction, aux collaborateurs. Donc au-delà de communiquer en interne pour les acculturer, les impliquer, ça veut aussi dire s'organiser, donc définir une organisation transversale pour piloter les chantiers, pour traiter la gouvernance, la communication, la gestion de ces données. Et donc on est allé travailler avec les collaborateurs pour pouvoir conduire ce changement et cette transformation. Voilà. Et pour autant, après tout ce travail, d'exploration, de co-construction, d'analyse, ne manque-t-il pas quelque chose? Je pense que tu as raison, Catherine. Il doit manquer quelque chose parce qu'on a parlé des process, on a parlé des enjeux business, on a parlé des utilisateurs, mais malheureusement, on était très axé sur ce qui se passe actuellement. Et effectivement, il nous manquerait dans cette démarche une projection sur le futur. Mais je crois que tu voudrais nous en dire quelques mots, Catherine. Allons-y. Donc dans ce monde d'aujourd'hui qui est incertain, voire imprévisible, il faut certainement pouvoir éclairer un petit peu plus loin que cet horizon de 3 à 5 ans et anticiper les usages et enjeux de demain. Traditionnellement, on s'appuie sur les sciences, sur la prospective stratégique. C'est un travail très très valable et auquel on a de plus en plus recours, actuellement face à l'incertitude. On va s'appuyer sur les mégatrends, donc ces macro tendances comme la croissance démographique, les évolutions technologiques, mais aussi les grandes transitions, donc écologiques dont on vous a déjà parlé, énergétiques, les risques majeurs, les guerres qui sont à nos portes, les crises financières et on voit tous les enjeux clés qui découlent de tout cela. Ça peut être au niveau de la cybersécurité, l'étude, les projections sur les smart cities, et cetera. Et on rapporte tout ça aux opportunités et risques pour son organisation. Cela permet de mettre en place, des stratégies d'innovation, des projets de R&D, de mettre à jour, d'année en année, les projets d'innovation. Alors d'un côté, c'est le fait surtout des grands groupes, plus que des petites, entreprises. Mais c'est surtout que tout cela va nous amener vers un futur probable. On est beaucoup dans la projection d'éléments connus. Et pourtant, lorsque Bill Gates, en 2015, s'appuie sur des rapports pour alerter sur un risque d'une prochaine pandémie, en disant qu'on n'est pas prêt, qu'il faudrait se préparer, il ne semble pas qu'il ait été trop écouté. Les rapports du GIEC, le sixième actuellement, ne semblent pas nous pousser non plus à l'action.
Si on regarde une autre voie, hormis les sciences, ça peut être l'art, le cinéma, la littérature, la science-fiction, qui nous projette également, qui nous aide à nous projeter dans le futur. Alors on peut avoir des utopies comme dans Minority Report où, des mutants vont réussir à prédire les crimes avant qu'ils ne soient commis. Donc fantastique, une vision, idéale d'une société, sécurisée. On peut aussi se projeter avec Black Mirror. Alors là, on pousse tous les curseurs des risques technologiques, au plus haut et au plus fort, pour éventuellement peut-être noter toutes les interactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Ça fait peur, mais surtout avec ces projections-là, on fait table rase du présent complètement et on se projette dans un futur qui est quand même, on l'espère aussi un peu, hautement improbable. Alors ici, dans notre manière de penser l'avenir, hein, de projeter, on est toujours dans l'idée de projeter cette feuille de route de transformation un peu plus loin. Et s'il n'y avait pas une troisième voie? Et si après les sciences que l'on vient de voir, après l'art, dont on voit bien que ni l'une ni l'autre n'est vraiment suffisante comme solution, mais que toutes elles soient intéressantes. Et si le design constituait une troisième voie, pour prendre en compte justement aussi la complexité, des hommes et des systèmes, regrouper des personnes issues de différentes disciplines, des profils pluridisciplinaires qui nous permettraient d'imaginer, j'ai bien dit imaginer, un futur qui serait crédible et souhaitable, et qui nous pousse à l'action. Connaissez déjà le design thinking, qui est maintenant, assez répandu dans les méthodes d'innovation, dans lequel il s'agit de résoudre un problème. On vous apporte un problème, on va aller certes explorer les besoins des utilisateurs, et tenter de concevoir une solution pertinente avec eux, pour eux, en itération. Et nous avons aussi le design fiction. Alors là, c'est l'inverse parce qu'on va à la recherche des problèmes, issus des nouveaux usages du futur. Donc notre question moteur, c'est: «Et si?» On va explorer donc des évolutions futures possibles pour nourrir la réflexion stratégique d'aujourd'hui. On va questionner des usages des nouvelles technologies dans une approche critique et on va essayer de voir s'il y a pas des points de friction qui pourraient créer des doutes sur cet avenir qui se profile. Donc le design fiction, ça nous aide à nous projeter dans un futur qui serait vraiment tangible. Alors pourquoi? Parce qu'on va prendre le meilleur de la science-fiction, on va aller, imaginer des scénarios, dans des univers, scénarios fictifs, hein, dans des univers très, très riches, qui peuvent être à la fois utopiques ou dystopiques et en même temps, on va garder le meilleur du design, c'est-à-dire qu'on part sur vraiment de l'usage des personnes, ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait ne pas voir et surtout on va prototyper. C'est-à-dire qu'on aura dans le design fiction des scénarios d'usage prospectif crédibles et des artefacts. C'est une sorte de design fiction d'archéologie du futur. Au lieu d'aller, comme les archéologues, faire des fouilles, pour retrouver des objets du passé, essayer d'en comprendre les usages que les populations pouvaient avoir, on va plutôt aller imaginer les objets du futur et les ramener sur aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qu'il en serait si on les utilisait. Et ces artefacts, peuvent prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des vidéos, des affiches, des faux sites web du futur, des catalogues, toutes sortes de documents qui nous permettent de nous projeter, d'y croire. Comment ça marche? Donc c'est un vrai processus, créatif qui va nous permettre d'orienter notre réflexion stratégique. Donc c'est assez simple. On part aujourd'hui, donc du présent, on va s'appuyer sur, des choses très, très, solides, comme, la veille, hein. On a parlé tout à l'heure des éléments scientifiques, une veille globale et sectorielle sur les enjeux de l'organisation dont il s'agit. Et on va voir un certain nombre de pouvoir envisager un certain nombre de phénomènes, de tendances à explorer. On vous en a déjà parlé tout à l'heure, on s'appuie de toute façon déjà sur des tendances émergentes et des signaux faibles, mais là, on va essayer d'anticiper le potentiel, de les projeter plus loin. Par exemple, si on était dans le cas d'une école, on pourrait aujourd'hui, choisir d'étudier les phénomènes plutôt liés à l'IA, à ChatGPT. Qu'est-ce que ça donne avec l'éducation?
et si l'éducation, l'apprentissage était à distance. Donc, on essaye de voir, de repérer, choisir un certain nombre de phénomènes, de tendances qu'on va tricoter ensemble pour se projeter dans un horizon qui, le plus souvent, est à 10 ans, parce que plus loin, ce serait un peu compliqué de soit obligé de trop lâcher la réalité. On lâche pas la réalité, on fait pas table rase du présent et on imagine des scénarios du futur avec tout ça. Donc quand même, on rajoute un petit ingrédient de l'imagination du designer là-dedans. On fait plusieurs scénarios, on fait des artefacts et surtout l'idée, c'est de les mettre en débat. C'est de se dire: «Est-ce que finalement ces scénarios sont souhaitables? Est-ce qu'ils sont probables ou pas?» On essaye de les trier un peu et de là vont, jaillir des convictions. Ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas dans ces scénarios que l'on a imaginés et on pourra en découler des pistes d'orientation. Et du coup, on revient vers notre trajectoire aujourd'hui et notre stratégie. On peut intégrer dans notre stratégie aujourd'hui des conditions qui seraient favorables et qui nous emmèneraient vers un futur qui serait tout à fait souhaitable dès maintenant. Un des outils, c'est juste pour faire un petit focus, il y a de nombreux outils dans le design fiction, et chaque entreprise va vous amener une méthodologie peut-être, propre. Mais en tout cas, un des outils, c'est le cornet futur qui nous permet de trier. Donc vous voyez aujourd'hui et vous voyez dans la projection dans le temps, tous ces scénarios, lesquels sont plausibles, lesquels sont plutôt vraiment probables et d'autres sont vraiment souhaitables. On a envie de se projeter vers cet horizon-là. Donc, on va travailler nos convictions, on va commencer à établir nos pistes, pour nos trajectoires à partir de cette catégorisation. Un exemple qui est très connu de design fiction, c'est un faux catalogue, IKEA qui a été réalisé en 2015, par le Near Future Laboratory, qui est un des fondateurs de ce terme, de cette approche de design fiction. Ils ont imaginé un catalogue, rempli d'objets connectés, des objets de demain. Vous avez par exemple une cuisine qui va être complètement en interaction avec son utilisateur pour partage de recettes, partage de peut-être même d'idées de voyage sur les pays dont sont originaires les recettes, pour avoir des abonnements d'auto-remplissage des frigos. Voilà, des objets connectés de partout. Tous les curseurs ont monté au maximum également dans ce catalogue, mais un catalogue qui a l'air d'être vrai. Il y a juste une petite pastille dans un coin qui vous dit que c'est une fiction et on le remet dans les mains des visiteurs tout simplement pour qu'ils réagissent, à tout ça. Donc il est aussi visible en ligne, vous pouvez d'ailleurs le télécharger. Ça nous permet vraiment de se projeter parce qu'on l'a en main, ce catalogue, parce qu'on peut le feuilleter, on y croit et ça va vraiment nous permettre de se dire: «Est-ce qu'on a envie de cette, réalité-là ou pas?» Donc, Julian Blicker, qui appartient donc au Near Future Laboratory, est un des inventeurs du terme design fiction. Donc si on se pose, un instant sur la définition, qu'il en donne, donc c'est un emploi intentionnel d'un mélange de faits de science et de fiction pour suspendre le sentiment d'incrédulité face à un futur possible, se projeter et y croire. Alors concrètement, vous allez me dire, là, vous êtes en train de bâtir votre, votre feuille de route de transfo digital. À quoi ça va vous servir? Pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre du design fiction? Ah, il y a plusieurs raisons, et surtout parce que c'est d'une efficacité redoutable. Au départ, on peut être incrédule, mais vous allez le voir, en tout cas, tous ceux qui l'ont pratiqué avec nous, sont assez, favorables ensuite à renouveler l'opération. Ça va encourager, la créativité et l'innovation naturellement de vos équipes, les mobiliser sur des projets autour des années qui viennent, et surtout ça permet de nourrir votre réflexion stratégique. Vous allez pouvoir amener de nouveaux d'arbitrage, par exemple, dans un schéma directeur numérique. Vous allez vous dire: «Ben, tel projet qui était, peut-être pour dans longtemps, finalement, est très, très stratégique et devrait être remonté, au niveau des priorités». Vous pouvez également développer un avantage concurrentiel, faire, des choix d'innovation. Dans le catalogue IKEA, eh bien, des innovations ont pu être, citées comme très intéressantes par les visiteurs, par les clients et du coup, ben, vous en emparez. Et surtout également, le design fiction permet de générer des débats publics sur des enjeux de société et les territoires se sont déjà largement emparés.
Alors Alors, l'idée, c'est comment fait-on? d'intégrer effectivement, les utilisateurs et donc Catherine vient d'y répondre. On va s'attarder à savoir comment on fait, comment on y répond à tout ça, comment on intègre finalement dans notre, méthodologie, dans notre approche pour construire cette feuille de route, ces éléments de demain. Alors, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Retour vers le futur, où justement, on a Marty McFly qui se trouve dans le futur et qui récupère un almanach, des années, 50 à 2000 pour retourner dans son présent à lui et voir que le futur a été modifié et donc dans ce Retour vers le futur, on voit 2 futurs possibles. Celui où, c'est Biff Tannen qui récupère l'almanach et donc il y a un futur, d'un côté et puis celui où, Marty McFly le récupère lui de son côté. Donc on est vraiment dans cet esprit. L'idée c'est d'aller, dans le futur, voir ce qui pourrait se passer selon, tel ou tel événement et le revenir. Donc comment on l'intègre dans notre méthodologie? Catherine, je te laisse, nous expliquer ça. Sachant qu'il y a 2 manières de le voir. Il y a une première manière, qui est à l'intégrer finalement au début de sa réflexion. Lorsqu'on va faire son exploration, lorsqu'on va étudier, nos besoins, nos usages aujourd'hui, les usages de nos utilisateurs, on va aussi pouvoir se projeter et rajouter ce design fiction dans cette projection pour pouvoir explorer différentes possibilités et en revenant avec ce design fiction, pouvoir altérer, diverger, modifier en tout cas cette vision et donc intégrer ce futur dans notre vision pour justement se dire, peut-être qu'on va plutôt aller dans cette orientation-là, donc notre stratégie, on va plutôt, la tourner dans ce sens-là. On peut aussi imaginer faire intervenir ce design fiction dans sa méthodologie de construction de cette feuille de route, une fois qu'on a défini sa stratégie, de déclinaison de cette feuille de route, pour pouvoir plutôt ajuster l'ordonnancement des différents projets de son portefeuille de chantier à mettre en place. Et donc là, le design fiction va nous permettre d'identifier sur les sujets que l'on a, peut-être, et de réajuster les différents chantiers en se disant, si on se projette ici, peut-être que c'est ce chantier-là, la mise en place du CRM qui est plus important dans notre vision finalement à moyen terme, plutôt que la mise en place d'une structure de données, etc., etc. Donc ça va nous permettre d'ajuster nos besoins. Alors, passons à un cas d'usage. Donc, nous avons réalisé récemment avec l'un de nos clients. Petite mise en contexte, c'est un groupe d'écoles dans l'enseignement supérieur qui actualise son plan de transfo et donc il y a un horizon de 3 à 5 ans. Nous sommes intervenus pour accompagner à la formalisation de ce schéma directeur. Donc là, vous voyez un petit schéma qui vous permet de remémorer un peu tous les ingrédients de ce qu'on va mettre dans ce schéma directeur numérique. On va mettre un audit de l'existant, un audit technique, on va mettre une veille métier, on va mettre toute la stratégie de l'établissement, en l'occurrence dans d'école, des différents services. On va mettre aussi tous les besoins opérationnels, SI et métiers. Et on va se pencher à la fois sur le côté logiciel, sur le matériel, sur le budget, les ressources, les sous-traitants qui vont vous accompagner pour aboutir à un portefeuille de projets et des moyens pour le réussir. Mon autre client s'est donné un challenge supplémentaire, c'était de co-construire ce schéma directeur, donc de 2024 à 2026, avec tous les services de l'école. Gros challenge. On a défini 7 axes stratégiques tous ensemble, des axes assez classiques dans le domaine de l'éducation, pour aboutir, au-delà de chantiers existants, à une dizaine de gros chantiers structurants. Donc à la fin, un grand nombre de chantiers, à mener, ce qu'ils ont appelé un mur de chantier. Peu de temps aussi pour s'extraire du quotidien, naturellement un budget qui n'est pas illimité, donc un vrai enjeu d'arbitrage et de se dire: «Mais quel chantier prioriser pour que je sois sûre de me mettre aujourd'hui dans la bonne trajectoire par rapport à un horizon de 10 ans?» Alors concrètement, illustration. Ils ont choisi l'option de co-construire cette fiction, et de la placer plutôt à la fin de leur réflexion,
au moment de vraiment définir la vision stratégique pour trouver des éléments d'arbitrage complémentaires. Ce process de design fiction, c'est pas juste un atelier, il y a un vrai travail de préparation là-dedans, qui a fait par exemple là l'objet d'un premier atelier, avec un petit groupe de 5-6 personnes qui se sont penchées sur les phénomènes, on en a parlé tout à l'heure, on choisit des thèmes, comme par exemple le campus de demain, ou la recherche ou l'éducation de 2033. Mais on choisit aussi les phénomènes que l'on veut tricoter dans nos scénarios qui sont plus pertinents à étudier, pour l'organisation. Donc tout ce travail préparatoire se base donc sur une veille, sur le mur de veille de notre équipe qu'on met à disposition, également sur les travaux, des réflexions qui peuvent être faits en interne, et on travaille ensemble, on fait des ateliers notamment là, c'était à distance sous l'outil Klaxoon. On rassemble tous ces phénomènes, on les catégorise, on les priorise, on vote aussi sur ce qui est le plus intéressant de développer pour préparer le travail de l'atelier lui-même, le jour J, l'atelier 2, qui regroupe un nombre de participants plus important. Là, en l'occurrence, c'était une vingtaine de personnes, où on va vraiment imaginer, donc en petits groupes, des scénarios, élaborer les artefacts. Donc souvent, on recourt à un graphiste qui vient prêter main forte pour le côté plus réaliste des artefacts, comme si c'était vraiment réel, destiné à être utilisé. Et puis en atelier, des scénarios rédigés, présentés au groupe complet. Donc là, on avait 3 groupes de 5-6 personnes qui présentaient un groupe d'une vingtaine de personnes, des mises en scène, des motion design, voilà, tout un tas d'éléments d'artefacts qui ont été proposés, présentés pour faire réagir et aboutir à ces convictions partagées qu'on met ensuite sur post-it, pareil, qu'on organise et qui nous permettent d'amener des premiers éléments d'une trajectoire. Donc pareil, les participants viennent mettre sur post-it les premières idées, ce qui leur paraît important de mettre tout de suite dans la feuille de route d'aujourd'hui pour demain. Là, en l'occurrence, les bénéfices ont été vraiment importants puisque ce groupe d'école a un concept au cœur de son projet d'établissement qui est aujourd'hui développé, mais peut-être pas suffisamment. Ils ont pris conscience que ce concept était crucial pour l'avenir et qu'il convenait non pas d'avoir peut-être un module sur le sujet, mais peut-être un cursus complet. Et en tout cas, de remonter dans les priorités. Ils ont compris qu'ils avaient de l'or dans les mains par rapport à cet avenir, dans cet horizon de dans 10 ans, à intégrer à leur schéma directeur. Également, en se penchant sur le campus, sur tout un tas de tiers-lieux qu'on imagine avec un maillage du territoire plutôt qu'un grand campus avec des immenses amphis, on se dit que l'outil CRM, finalement, il remonte également dans les priorités, il est incontournable. Donc ça permet vraiment de réorienter les priorités, ça donne de nouveaux éléments d'arbitrage et ils sont face à cet exercice budgétaire sur l'été. Ces éléments vont donc leur être tout à fait utiles. Donc les bons ingrédients pour nous dans notre méthode, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment une méthode formalisée en design fiction en dehors du fait qu'il y a des scénarios et des artefacts. Tout ce travail préparatoire, on l'a un peu modélisé chez nous. Donc déjà, au départ, on vous propose de choisir, soit vous allez co-créer la design fiction comme le cas qui vous a été présenté, soit vous pouvez la vivre et dans ce cas-là, vous nous la confiez. Nous, on va se baser sur tous les éléments donc de veille, de tendances émergentes, de jeunes startups, de jeunes pousses dans lesquels il y aurait eu des investissements dans votre secteur. Tout ce qui va nous permettre de la créer pour vous, de vous la faire vivre lors des séminaires que Sylvain aime tant. Donc, il y a toujours une étape de préparation. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Ça ne s'improvise pas. Il y a vraiment un travail de plusieurs semaines à faire avec vos équipes, idéalement. Nous, on vous met à disposition des animateurs qui sont rodés au travail sur les usages, sur l'écoute des utilisateurs, hein, quand on vous aide à bâtir tout ça. On met sur le bon chemin. C'est bien, c'est une petite équipe cœur chez vous qui travaille sur la fiction. Et enfin, idéalement, on se réunit pour l'atelier hors les murs. Ça fait toujours ça ouvre l'esprit. Donc, les avantages, les plus de notre accompagnement,
ce sera de toute façon, une culture centrée utilisateur que nous tentons de vous infuser, puisque c'est notre philosophie, un atout pour mieux anticiper les usages de demain. On vous aide avec de nombreuses techniques d'atelier à sortir du cadre et ce sera toujours sur mesure. On va maximiser des choix pertinents pour que ça soit concret pour vous et actionnable. Et j'en ai terminé et je vous laisse sur la phrase d'inspiration de Gaston Berger, donc père de la prospective, qui nous dit que demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Voilà, merci Catherine, merci Sylvain pour cette présentation. On se permet juste de faire un petit rappel. On ne s'est pas présenté initialement, mais donc CLI Digital Experience, on intervient pour des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à la fois dans du conseil digital, donc la création justement de ces fameuses transformations numériques à travers des feuilles de route, des schémas directeurs. On travaille sur l'offre de services, la connaissance client au sens large. On accompagne également en coaching et en acculturation différentes organisations, donc des porteurs de projets, de l'idée jusqu'à la mise en service d'un produit ou d'un service digital. Et puis, on travaille au design d'expérience au sens large. Donc, depuis des projets qui sont émergents, dans lesquels on va identifier des besoins pour la création de ces projets, jusqu'à des projets que l'on met en place, que l'on délivre, et sur lesquels on va travailler l'optimisation et l'amélioration continue. Et donc, CLI Digital Experience s'inscrit au sein de CLI Group, entreprise de services numériques qui existe depuis voilà, plus de 30 ans, avec plus de 110 millions de chiffres d'affaires en 2022, à peu près 800 talents et puis plus de 500 clients qui nous accompagnent aujourd'hui sur différents sujets, à la fois de réalisation de solutions digitales, de conseils en stratégie numérique et en développement de solutions au sens large. On vous remercie de nous avoir suivis. On va passer un temps sur les questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En haut à droite de votre écran, vous devriez avoir un petit espace pour poser des questions, donc un espace de chat avec la proposition où vous pouvez mettre directement, taper vos questions là-dessus et on va partager avec Catherine et Sylvain un certain nombre de questions si on a encore quelques minutes pour pouvoir vous aiguiller dans vos questions.